Bonjour à tous. Merci beaucoup à tout le comité de l'AMCAR de m'avoir invité aujourd'hui à cette session. C'est vraiment un honneur pour moi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'atteinte cardiaque au cours de la maladie de Kawasaki. Si vous pouvez lancer les diapos, s'il vous plaît. Les diapos, s'il vous plaît. Très bien. Donc, la maladie de Kawasaki, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une vascularite multisystémique qui va toucher essentiellement les artères de moyen calibre avec un tropisme électif pour les artères coronaires. C'est une maladie infantile qui va survenir dans 80% des cas entre 2 et 5 ans avec une prédominance masculine. C'est une maladie qui est très fréquente au Japon avec une incidence qui est 20 à 30 fois supérieure par rapport aux autres pays d'Europe. C'est une maladie dont le diagnostic est clinique. Je vais faire un petit rappel clinique pour les cardiologues qui n'ont pas l'habitude de voir ce type de patient. Il n'y a pas de signe pathognomonique, mais c'est un ensemble de signes en fait, qui va aboutir au diagnostic. Le premier signe est bien sûr la fièvre, qui est souvent inaugurale, en plateau, qui va durer plus de 5 jours. Des enfants qui sont très irritables avec une altération de l'état général, une atteinte des muqueuses, dont une conjonctivite qui est bilatérale, bulbaire et qui est surtout non purulente. On va avoir aussi d'autres atteintes muqueuses comme une atteinte pharyngée, une kéhilite. La kéhilite, c'est ce que vous voyez ici dans cette image, donc une atteinte du contour de la bouche avec une desquamation et une langue très framboisée. On a aussi une atteinte cutanée avec une éruption qui survient en général entre J3 et J5. Cette éruption, elle peut être morbilliforme, c'est-à-dire comme l'éruption de la rougeole, ou scarlatiniforme, comme l'éruption de la scarlatine. On a également une atteinte des extrémités. Alors, ça va dépendre de la phase de la maladie, mais initialement, on a un érythème et un œdème palmoplantaire. Et ensuite, secondairement, à la phase secondaire, une desquamation tardive des extrémités qui est pathognomonique de la maladie. Et enfin, on va avoir une atteinte unilatérale des ganglions cervicaux avec des ganglions qui sont souvent très gros, de minimum 1 cm de diamètre et qui sont fermes et très douloureux à la palpation. Alors, c'est une maladie qui va évoluer en 3 phases. On a une phase aiguë qui va durer les 10 premiers jours. C'est là que le diagnostic doit être fait et les immunoglobulines doivent être instaurées. Au cours de cette phase, l'atteinte coronaire est très rare. On peut avoir une atteinte myocardique qu'on va voir tout à l'heure, mais en tout cas, en général, on n'a pas d'atteinte coronaire lors de cette première phase. Au cours de la phase subaiguë, qui dure en général 1 semaine, on a une disparition de la fièvre, une disparition de l'éruption et l'apparition de la desquamation dont je vous ai parlé. Et c'est lors de cette phase qu'il faut être très vigilant et qu'on peut avoir une atteinte coronaire. Ensuite, on a une 3e phase qui est la phase de convalescence qui peut durer jusqu'à 2 mois. On va avoir une disparition totale des signes cliniques avec une normalisation progressive du syndrome inflammatoire. Et c'est lors de cette phase qu'on peut avoir des complications de l'atteinte coronaire. Si on a une dilatation ou des anévrismes lors de la phase subaiguë, on peut avoir des signes d'ischémie et des thromboses coronaires lors de cette phase de convalescence. Alors, pour ce qui est de la génétique et de la physiopathologie, il y a une très grande incertitude concernant l'étiologie de la maladie de Kawasaki. On a plusieurs arguments épidémiologiques qui sont en faveur d'une origine infectieuse, le fait qu'il y ait un âge de prédilection infantile de la maladie, le fait qu'il y ait une recrudescence saisonnière en hiver et au printemps, le fait qu'il y ait des épidémies qui se propagent en contiguïté du foyer épidémique. Et on a également une prédisposition génétique qui a été évoquée, le fait qu'il y ait beaucoup de cas de Kawasaki au Japon, une incidence plus élevée chez les petits patients japonais, et il y a plusieurs gènes de susceptibilité génétique, notamment ceux qui impliquent la voie du TGF-bêta, qui ont été découverts. En gros, cette inflammation démesurée, en réponse à un trigger infectieux chez un individu qui a une prédisposition génétique, va provoquer une association de lésions endothéliales qui va activer des cellules T, qui va activer des cytokines pro-inflammatoires, et ça va entraîner une vascularite subaiguë avec une infiltration de lymphocytes au niveau de la paroi des artères. Ça va aller jusqu'à l'artérite nécrosante qui va détruire la paroi artérielle, qui va conduire à l'anévrisme. Et dans la phase tardive, on va avoir une prolifération luminale et un remodelage et une hypertrophie des cellules musculaires lisses.
Alors, l'atteinte coronaire, c'est l'atteinte principale cardiaque de la maladie de Kawasaki. Il faut savoir quand même que dans 95% des cas, on n'a pas d'atteinte coronaire ou alors une petite dilatation transitoire. Dans 5% des cas, on a des anévrismes coronaires et dans 1% des cas seulement, des anévrismes géants. Il y a plusieurs facteurs prédictifs de développement des anévrismes. Le facteur principal, c'est l'âge. Il faut savoir que les enfants de moins de 1 an et surtout de moins de 6 mois sont très à risque de développer des anévrismes coronaires. Le sexe masculin, le fait qu'il y ait un choc cardiogénique initial est aussi un facteur prédictif de développement des anévrismes. L'absence de traitement par immunoglobuline, des patients qui ont eu un retard diagnostique qui arrivent à posteriori avec disparition de la fièvre sont plus à risque de développer des anévrismes. Et l'intensité et la persistance du syndrome inflammatoire de la thrombocytose est également un facteur de risque. Alors, comment on fait le diagnostic des complications coronaires? Il faut savoir que la clinique et le CG sont très peu contributifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui ont des fortes dilatations coronaires, des anévrismes majeurs, et ils sont très bien cliniquement, et le CG peut être tout à fait normal. Ils vont commencer à avoir des signes cliniques et des signes ECG uniquement lorsqu'il va y avoir une thrombose. Donc, ce qui est très important, c'est que ces patients, il faut absolument les surveiller, et l'examen de choix pour les surveiller, c'est l'échographie. Alors, l'échographie, il faut savoir qu'on a d'abord une atteinte des segments excusez-moi. Donc, on va avoir au niveau de l'échographie une atteinte d'abord des segments proximaux. Donc, il est très rare d'avoir une atteinte distale sans atteinte des segments proximaux à l'échographie. C'est pour ça que l'échographie est intéressante, parce qu'on visualise bien les segments proximaux à l'échographie et il n'est pas nécessaire de réaliser des scanners ou des coronarographies initialement, puisqu'on va d'abord pouvoir visualiser les anévrismes des segments proximaux du tronc commun ou de la coronaire droite. Par exemple, ici, vous avez un anévrisme majeur saculaire du tronc commun, ici sur l'échographie de gauche, et ici sur l'échographie de droite, qui ne bouge pas, vous avez un anévrisme fusiforme de la coronaire droite. Donc l'échographie, c'est vraiment l'examen de choix. Là, vous avez une image vraiment avec une atteinte majeure des 3 segments coronaires. Donc là, vous avez un anévrisme majeur du tronc commun avec un anévrisme saculaire de l'IVA, une dilatation fusiforme de la circonflexe et une atteinte aussi de la coronaire droite. Le risque, bien sûr, en cas d'anévrisme, c'est la thrombose coronaire. Donc là, vous avez un exemple de thrombose intraluminale de l'IVA et qui peut entraîner, bien évidemment, une ischémie myocardique qui peut aller jusqu'au choc cardiogénique chez ces patients. Si on a des anévrismes coronaires, bien évidemment, il faut compléter le bilan par un coroscanner qui va nous permettre de visualiser dans ces cas-là les segments distaux. Comme ici, vous voyez une dilatation, un anévrisme de l'IVA et une dilatation fusiforme de la coronaire droite. On va voir également parfois plusieurs anévrismes successifs sur les artères coronaires qu'on appelle des anévrismes en chapelet. Et on peut être parfois même amené à faire une coronarographie, surtout pour diagnostiquer les sténoses post-anévrismales, puisqu'on peut avoir souvent des sténoses post-anévrismales qui peuvent nécessiter parfois des angioplasties percutanées. Donc là, encore un exemple de dilatation majeure saculaire d'une coronaire avec une sténose post-anévrismale. Alors, les autres atteintes cardiovasculaires de la maladie de Kawasaki, il faudra retenir aussi l'atteinte myocardique inflammatoire avec une possible insuffisance cardiaque congestive qui va survenir dans 20% des cas avec une dysfonction ventriculaire gauche. Il faut savoir qu'il y a aussi 5% des patients qui peuvent même se présenter en état de choc cardiogénique initial qui vont nécessiter un transfert en réanimation. On peut avoir aussi des atteintes péricardiques avec des épanchements. On peut avoir des fuites valvulaires qui peuvent être soit ischémiques ou parfois non ischémiques à la phase initiale. On peut également avoir des troubles conductifs ou des troubles du rythme qui sont dus à l'atteinte œdémateuse myocardique. Et il ne faut pas oublier qu'on peut aussi avoir d'autres atteintes vasculaires non cardiaques, des anévrismes d'autres axes artériels, notamment les vaisseaux du cou, mais ça peut être aussi les artères rénales, les artères spléniques, etc. Mais ça laisse très rarement de séquelles parce qu'on a souvent des réseaux de collatérales qui se créent dans ces cas-là. Donc là, vous avez un exemple d'un patient qui s'est présenté avec une dysfonction ventriculaire gauche initiale et une fuite mitrale qui est non ischémique puisque ce patient n'avait pas d'atteinte coronaire. Donc c'est une fuite mitrale par dilatation du ventricule gauche à cause de la dysfonction initiale.
En cas d'anévrisme, on peut être amené donc à faire un bilan d'extension d'autres axes artériels, soit dirigé en fonction des signes cliniques, soit parfois de façon systématique. Là, je vous montre un exemple d'un enfant. Donc, c'est un nourrisson. Vous voyez, ce sont les nourrissons qui sont le plus à risque d'anévrisme. Un nourrisson de moins de 6 mois qui s'est présenté avec une paralysie totale de la main droite qui était due à un anévrisme axillaire géant compressif avec une paralysie nerveuse de tout son membre supérieur droit. Donc ce sont des complications qui restent relativement rares, mais qu'il faut garder en tête et qu'il faut rechercher en cas d'atteinte coronaire initiale. Là, vous avez aussi des exemples d'atteinte d'autres axes artériels, notamment les artères mésentériques ou, comme ici dans cette IRM, le tronc cœliaque. Pour le traitement de la maladie de Kawasaki, il repose essentiellement sur les immunoglobulines polyvalentes, comme vous le savez, qu'on donne à la dose de 2 grammes kilo en une seule perfusion de 12 heures, associée à de l'aspirine à dose anti-inflammatoire, donc à la dose de 30 à 100 mg kilo jour, jusqu'à régression de la fièvre. Dans certains cas, on peut être amené, dans les formes résistantes, à instaurer une deuxième dose d'immunoglobulines en cas de persistance de la fièvre 36 heures après le début de la première dose. Pour ce qui est des corticoïdes, on peut être amené à ajouter des corticoïdes soit dès la première dose, soit en cas de résistance. On n'a pas d'études randomisées ni d'indications très protocolisées pour l'utilisation des corticoïdes. C'est vraiment une discussion de spécialistes. On a des critères de patients qui sont à haut risque pour lesquels on peut utiliser les corticoïdes. Ce sont les patients qui sont en état de choc initial, les patients de moins de 1 an, les patients qui ont une inflammation majeure ou qui ont des anévrismes coronaires ou périphériques initiaux, ou alors des patients qui ont un score de risque élevé. Il y a plusieurs scores de risque qui ont été développés, notamment dans les populations japonaises. Un des scores qui est le plus utilisé est le score de Kobayashi, avec plusieurs critères, des critères cliniques et des critères biologiques. Et si ce score est supérieur à 5 points, on peut être amené à discuter l'utilisation de corticoïdes en première intention avec les immunoglobulines. Si on pose l'indication des corticoïdes, en général, on l'utilise par voie orale, à la dose de 2 mg kg, avec une décroissance sur 3 semaines. Et en cas de gravité particulière, on peut être même amené à utiliser des bolus de solumédrol en cas de myocardite ou de choc cardiogénique initial. Pour ce qui est du traitement du choc cardiogénique à la phase aiguë, les patients qui sont transférés en réanimation, bien évidemment, peuvent nécessiter des drogues vasoactives. Il faut savoir que ce sont des chocs qui sont souvent mixtes, à la fois distributifs par baisse des résistances vasculaires périphériques et cardiogéniques dues à l'œdème interstitiel. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que c'est le traitement anti-inflammatoire, les immunoglobulines, qui vont permettre la régression de ce choc. Et ce sont des patients qui récupèrent beaucoup plus rapidement que les myocardiques, en général de façon assez spectaculaire après l'instauration des immunoglobulines. Donc on peut être amené à utiliser des drogues vasoactives de façon transitoire le temps que les immunoglobulines fassent leur effet. En cas de thrombose coronaire, il faut réagir très rapidement et faire une thrombolyse par TPA à la phase aiguë, à la dose de 0,5 mg kg/h en 6 heures, associée à une héparinothérapie que l'on fait d'abord en bolus, puis avec un relais en IVSE à la dose de 10 unités kg/h. Il faut bien évidemment monitorer de façon très rapprochée tous les facteurs de coagulation pour éviter les accidents hémorragiques aigus chez ces patients qui sont très fragiles et souvent très jeunes. Pour ce qui est de la surveillance cardiologique, alors pour les patients qui n'ont pas de complications coronaires, on préconise en général une échographie à la phase initiale, une échographie vers J10, puisque c'est la phase où on a un risque de complications coronaires, puis en général une dernière échographie entre 4 à 6 semaines à la fin de la période à risque. Par contre, pour les patients qui ont une dilatation ou rapide des artères coronaires, on peut être amené à les surveiller toutes les semaines, voire 2 fois par semaine jusqu'à régression des lésions. Alors, ce qu'il faut savoir pour la surveillance et la prévention du risque de thrombose, c'est qu'il faut absolument mesurer les artères coronaires avec les Z-scores. On est chez les enfants, donc il ne faut pas parler en valeur absolue. Il faut mesurer le bord interne, du bord interne au bord interne des artères coronaires, et vous utilisez l'application Paramètre Z avec le poids et la taille, et ça vous donne le Z-score des artères coronaires. Inférieur à 2, Z de déviation standard, il n'y a pas d'atteinte coronaire. Entre 2 et 2,5, c'est une dilatation simple.
2,5 à 5, c'est un petit anévrisme coronaire. Entre 5 et 10, c'est un anévrisme coronaire de taille moyenne. Et supérieur à 10, on appelle ça les anévrismes coronaires géants. Et donc les recommandations américaines, qui sont globalement calquées sur les recommandations françaises, préconisent l'utilisation pour la prévention de la thrombose à long terme, l'aspirine, à dose antiagrégante plaquettaire. Donc chez les enfants, c'est 100 mg par jour, pendant 4 à 6 semaines chez les patients qui n'ont pas d'atteinte coronaire ou chez les patients qui ont une dilatation transitoire. À partir du moment où on a un anévrisme, qu'il soit de petite taille ou de grande taille, on utilise l'aspirine à long terme. Donc pour les anévrismes de petite taille, c'est au moins 1 an de traitement. Pour les anévrismes de taille moyenne, ça peut être même à vie en cas de persistance des lésions. Et pour les anévrismes géants, on utilise un double traitement par aspirine et anticoagulation avec un objectif d'INR entre 2 et 3. Les recommandations françaises sont également relativement calquées sur les recommandations américaines, c'est-à-dire coronaire normal ou petite dilatation, aspirine 4 à 6 semaines, petit anévrisme, aspirine 1 an, anévrisme moyen, aspirine à vie, anévrisme géant, aspirine à vie et anticoagulation avec un INR pour 2 et 3. Quand on utilise l'aspirine à vie et les anticoagulants à vie, il faut bien évidemment réévaluer ces enfants avec un coroscanner, voire une coronarographie si l'anévrisme est géant, tous les ans pour réévaluer la nécessité de la poursuite du traitement. Et enfin, je vais finir par cette diapo pour vous dire que les patients qui n'ont jamais eu d'atteinte coronaire, ils ont un statut cardiovasculaire qui est normal à l'âge adulte. Par contre, pour les patients qui ont eu un anévrisme coronaire, il faut savoir qu'après la constitution de l'anévrisme, va se produire un phénomène de cicatrisation de ces lésions artérielles qui, la plupart du temps, va se faire de façon satisfaisante avec une restitution de la lumière et du calibre sans sténose. Mais par contre, dans certains cas, et surtout lorsque les anévrismes sont géants, on peut avoir un remodelage qui va se faire lors de la régression de ces anévrismes et qui va s'accompagner d'une prolifération myofibroblastique intraluminale qui peut aboutir à une sténose. Donc ces patients doivent vraiment avoir un suivi régulier à vie et parfois vous pouvez même à l'âge adulte avoir des patients qui se présentent avec des syndromes coronariens aigus sur des dilatations coronaires qui sont passées inaperçues dans l'enfance. Donc il faut, lors de l'interrogatoire, demander s'il n'y a pas eu une histoire de maladie de Kawasaki dans l'enfance. Voilà, je vous remercie.